Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de réaction à un trailer, avec cette fois-ci deux vidéos pour faire une réaction, un teaser et un trailer. J'ai loupé en fait l'occasion de faire une vidéo de réaction au trailer des 4 Fantastiques et de Jurassic World Rebirth, je crois qu'il s'appelle comme ça, quand ils sont sortis en début d'année. J'attendais du coup qu'ils sortent un deuxième trailer, ou un trailer après le teaser, etc., pour faire une réaction, et donc là ça y est, ils viennent de sortir. Donc je vais regarder les deux, et puis je sélectionnerai quelques images une fois que j'aurai fait la réaction, pour analyser un petit peu l'image et voir un peu ce qui peut en ressortir. Pourquoi est-ce que je m'intéresse aux 4 Fantastiques et à Jurassic World Rebirth? Pour les 4 Fantastiques, c'est le gros film Marvel de cette année, en ce sens que c'est vraiment le lancement d'un nouveau truc dans Marvel. C'est ce qu'il y a de plus nouveau depuis le multivers, qui s'est intégré du coup dans le Marvel Cinematic Universe depuis la phase 4. Et ça va a priori amener la saga vers une nouvelle identité. On sait que la prochaine phase, c'est le cycle des mutants, il me semble, normalement, après le cycle du multivers. Ce qui devrait se décider avec Doomsday et Secret Wars, qui sont les Avengers qui sortiront après. Donc j'ai envie de voir dans quelle direction ça va. Je suis assez intrigué parce que c'est une des premières fois où on va retraiter du coup d'anciens trucs de la Fox dans des films Marvel, ce qui est déjà arrivé vite fait pour quelques super-héros par-ci par-là, mais les 4 Fantastiques, c'est un de ceux où il y a vraiment eu des films qui ont été faits avant, deux qui étaient plutôt dans le genre nanar, blockbuster, pas très finaux, et puis un qui voulait se faire dark mais qui a été charcuté ensuite. J'ai envie de voir du coup ce que Marvel va vouloir faire avec cette nouvelle saga. Il me semble que ça se déroule même pas dans la même phase dans le même univers que les autres trucs, donc voilà, ça peut être intéressant. Et Jurassic World Rebirth, c'est simplement parce que la saga Jurassic World marche toujours très bien. C'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai envie de voir ce que ça va amener du coup avec le nouveau film de Gareth Edwards, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais ce sera pour plus tard, Jurassic World Rebirth, quand il y aura une deuxième bande-annonce pour Jurassic World Rebirth. Pour l'instant, nous allons commencer avec les 4 Fantastiques. Donc, allons-y, réaction au teaser. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot, no matter what. We're all here. Alors ça se passe dans les années 60, il me semble aussi, pas juste dans un autre univers, mais dans les années 60. How's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. C'est intéressant du coup de voir tout le truc des valeurs familiales. Okay. Okay, is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? Ça fait très Gardien de la Galaxie là, comme personnage. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi! And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. Il dit quelque chose cette musique. C'est peut-être la musique de trailer lambda, mais le J'aime bien le cœur avec le Fantastic Four. Qu'est-ce qui t'est marqué à la fin là? Presented in Fantavision? Non, Fantastivision. Ça a l'air d'être du scope classique, hein, je sais pas trop, mais il y avait toute une mode, notamment dans les années 60, justement, des différents ratios, c'était pour contrecarrer la télévision qui venait d'arriver dans les années 50, et du coup le cinéma s'est étendu à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à faire des cadres plus larges, le 16/9, le 1,85 en vérité, ou le 2,35, le cinémascope. Ça date de cette époque-là, et c'était souvent indiqué effectivement dans les trailers et ce genre de trucs. C'est intéressant du coup de voir l'aspect familial qui est vachement travaillé dans le truc. C'est pas la première fois pourtant, avec Ant-Man notamment, il y avait une famille qui était au centre. Ça s'est pas fait vraiment avant le 3e film, mais sa famille a toujours fait partie des histoires du truc. On avait qui encore qui faisait une famille Wanda, du coup, Wanda et Vision, très inspiré des années 60 aussi d'ailleurs, par ailleurs. Et les Eternals avaient un petit peu essayé de le faire aussi, le côté on est un peu une famille recomposée, machin, genre là, il y en avait une qui était la maman, l'autre qui était un peu le papa. Mais du coup, c'est intéressant de voir à quel point ils appuient là-dessus, quoi. Il y a une image qui m'a un peu fait bugger, c'est celle-là, qui est très Matrix, film noir, grandes ombres, etc. dans une ruelle. Je sais pas ce qui me perturbe dans cette image, j'ai l'impression qu'il y a deux perspectives qui sont pas les mêmes.
Ça vient probablement de la lumière un peu étrange. Il y a une zone d'ombre juste derrière le personnage qui a l'air de séparer du reste du décor. Tu sais pas trop ce que cette ombre vient foutre là. Et il y a le passage sur le côté. J'ai bugué, j'ai cru que c'était un escalier pendant un moment, mais non, c'est juste un passage tout plat. Et t'as l'impression que il y a une perspective assez forte, il y a un truc qui descend d'un côté, comme si c'était une montagne, vous voyez, avec le personnage central serait vraiment au-dessus de la montagne. Et puis d'un côté, on a les 3 mecs qui courent, et de l'autre côté, on a la petite ruelle. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un truc qui me perturbe avec cette image. Enfin bon, bref. Intéressant, du coup, ce travail des années 60, avec notamment ce côté vision du futur. Il me semble que les années 60, c'est aussi... C'est pas le moment où Disney a lancé son espèce de village modèle, où il y avait une espèce de vision du futur, un truc dans ce genre-là. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça dans les années 60. Donc il y a un côté historiquement très intéressant à montrer comment est-ce qu'ils représentent la famille et comment est-ce qu'ils imaginent aussi le futur. Une espèce de famille modèle qui se réunit toujours au même moment pour manger, qui a tout un tas d'accessoires et de gadgets dans la cuisine. Ça fait un peu Mon oncle de Jacques Tati. Intéressant. Pour l'instant, je trouve l'idée intéressante. Le code couleur aussi fait très années 60 avec la présence du orange. Et beaucoup de motifs. Écoutez, on va aller regarder la bande-annonce et puis on va voir s'il y a quelque chose de plus à en dire avec la bande-annonce. Donc allons-y, bande-annonce. Wow, folks, we all know the story. 4 brave astronauts head up into space and come back forever changed. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Four! Please welcome the Fantastic Four. C'est marrant, c'était très londonien cette rue au début. Herbie, how's that sauce looking? Okay. That is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late. C'est vraiment si intéressant que ça, cette scène de la sauce, pour la foutre dans tous les I teasers. just said that. Are you pregnant? What? You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. Pareil, hein, l'appui sur le côté famille. Comme par hasard, elle est enceinte justement du coup pour le truc. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. Oui, c'est vrai qu'ils ont mis une surfeur d'argent féminine It's my fault. I stretched the bounds of space. qui existe. Hein, il me semble que le truc du surfeur d'argent à la base, c'est justement qu'il a perdu ses copines ou qu'il a pas pu la sauver, dans ce genre-là. Donc, pour la sauver, il a fait un pacte avec Galactus. I don't know. There's not enough time. I'm not giving up. We will face this together. We will fight it together. As a family. Has to be us. We will protect you. C'est toujours marré. Donc du coup le méchant c'est Galactus, mais ils l'ont pas fait taille gigantesque où son visage fait la taille de la Terre, un truc dans ce genre là, ils l'ont fait en taille un peu plus réduite quand même, que ce soit à peu près du jeu. Je vous avoue pour l'instant c'est très classique pour du Marvel, au niveau des décors, au niveau du scénario surtout, hein, c'est le côté on est allé dans l'espace et du coup ils nous ont entendus, du coup maintenant ils viennent, on n'a pas assez de temps pour trouver la solution et mon Dieu c'est de pouvoir se retrouver la montre, le monde va être détruit, etc., etc. C'est bon, c'est très classique. It's my fault. I stretched the bounds of space. And they heard. Pas très nouveau ou spécialement intriguant. On va revenir sur quelques images du coup. Je vais faire un petit arrêt sur certaines images qui me paraissent intéressantes à analyser. On peut noter particulièrement que la couleur bleue est au centre
du film, elle est présente notamment dans les tout premiers plans là sur le plateau de télévision, avec le projecteur, le costume du mec, le drap qui est derrière lui, le plateau, l'ambiance générale du plateau, qui est donc la couleur des 4 Fantastiques qu'ils ont sur leur costume. Donc ça paraît logique qu'on travaille cette couleur-là aussi dans le film. Je suis un petit peu déçu d'un aspect. On a un mec là qui est sur scène avec 5 projecteurs différents qui sont sur la scène, mais les 5 projecteurs sont autour de lui, ils sont pas sur lui. Si on veut reproduire le style des années 60, ça aurait été intéressant de concentrer du coup plusieurs projecteurs sur le personnage, parce que c'est comme ça qu'on éclairait dans les années 60, parce que la pellicule était pas très sensible, ce qui fait que les ombres étaient toujours multiples, t'as joué toujours plein d'ombres derrière le mec. Si vous regardez là, il y a une ombre au sol, il y en a vite fait une qui se distingue sur un des projecteurs du côté, mais ça se voit quasiment pas. Donc c'est dommage, une petite occasion manquée, vu qu'ils veulent faire beaucoup appel au truc des années 60. Je trouve ça un peu dommage que ça se voit pas dans la lumière, notamment là sur ce show télévision. Il y a un jeu sur le 1.33 par contre, avec ces petites séquences en vignettes, qu'on avait aussi du coup dans le teaser, qui évoque aussi un petit peu l'époque, parce que je vous dis, c'est justement la transition au ratio large de cinéma. Donc rappelez que le 1.33 c'est comme ça que ça a commencé. Là du coup, on a ce mode vignetté, je vais le prononcer bizarrement, avec tous ces petits défauts, vous voyez partout sur les bordures. Ça, c'est typiquement le full frame d'une pellicule qui est en train de capter en 1.33 tout le truc, et c'était souvent utilisé dans les documentaires, souvent avec du 16 mm, d'où l'aspect plus granuleux des images, et les images sont plus granuleuses ici, autant que la compression YouTube permet de le voir, bien sûr. C'est marrant à quel point ça baigne dans le blanc laiteux et tout dans ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décors qui sont dans les grands aplats de blanc pour faire très futuriste sans doute. Et du coup les yeux de c'est Sue, non? Les yeux bleus de Sue, donc de l'actrice Vanessa Kirby, du coup ils ressortent énormément avec cette ambiance extrêmement blanche, presque surexposée, très laiteuse. Du coup les marques de bleu se voient énormément dans l'image. Ça évoque très clairement les images de Apollo 11 qui montrait du coup les spationautes avant de décoller, etc. Il y a un côté très exploration spatiale des années 60 du coup avec ces documentaires, ce qui est sans doute voulu. Les combinaisons font aussi très années 60 avec ce côté comme avec des boudins, vous voyez, qui sont tracés sur les épaules et les machins dans le genre là, les petites lignes, les cols qui montent, etc. Ça fait très, effectivement, très années 60. On l'a vu avec l'intérieur de la maison, on a aussi vu avec quelques voitures et quelques véhicules, mais avec la fusée, là, c'est très clair, du coup, le côté, là aussi, années 60. Ça ressemble à la fusée de Tintin quand Tintin va sur la Lune et tout le bordel. C'était comme ça qu'on les imaginait un peu à l'époque, avant que, du coup, il y ait eu les vraies tentatives d'aller dans l'espace et d'aller sur la Lune. Ah ouais non, c'est pas Londres, c'est New York. Je vois le panneau One Way sur le côté et tout. Donc ah non, c'est New York. Ça ressemblait beaucoup à Londres avec toutes ces briques rouges partout, ces petites grilles et ces machins. Mais vous notez du coup dans l'image le nombre de points bleus qu'il y a, les personnes qui sont en train de protester, la casquette de la chose, la voiture bleue sur le côté, une table bleue ici, une grille bleue un peu au fond. 2 voitures bleues. Ouais, vraiment le bleu revient régulièrement. J'ai l'impression que dans toutes les images, il faut qu'il y ait une pointe de bleu quelque part en fait. Donc là, le hero shot où ils sont tous en ligne, très comment dire, glamour un peu, le côté la grosse lumière qui vient de dos en particulier. Ils sont rehaussés sur le devant du visage, mais la lumière vient en particulier de dos, ça dessine la silhouette, ça dessine les cheveux dessous notamment. Les héros baignés de lumière, quoi, avec le soleil dans le dos et en train d'arriver, etc. sur scène. Les costumes sont, on avait une discussion là-dessus avec Arcady, les costumes sont effectivement beaucoup plus simples quand même. Sûrement pour coller aussi avec l'époque, années 60, c'est pas les époques où tu faisais des trucs extrêmement détaillés avec plein de petites touches partout. Donc ça colle aussi à ce truc-là. Je vois que les 4 costumes sont tous un peu différents. Il y en a, chacun a ses petits détails. Reed Richards, il a du coup le col entièrement bleu, c'est le seul qui a le col bleu, là tous les autres sont blancs. Mais il y en a qui sont blancs juste là aux épaules pour Sue Storm, c'est ça. Johnny qui est à côté, qui a le blanc jusqu'au bras, et la chose qui s'arrête au coude. Donc ils ont quand même chacun leur petit truc. Les petites ceintures aussi font très... Vous voyez, typiquement ces ceintures, elles sont très simplistes. Ça fait presque ancienne science-fiction, un peu à la Star Wars, ou truc dans ce genre-là, où il y a vraiment juste... ils ont tous une petite boîte avec 2 petites loupiottes en bas, par exemple. C'est très simpliste, c'est très épuré, etc. Ça fait pas les mêmes styles de costumes qu'ils avaient vu dans d'autres trucs. Les gants, un petit peu, par contre. Les gants ont des détails qui sont pas forcément nécessaires dedans, mais bon. Bordel, se battre contre des ennemis en col roulé... C'est un sauna ce truc. Quand ils ont fini de se battre, ils sont tous en Johnny, Johnny Storm. Ils sont tous en feu en fait à la fin d'un combat. Col roulé en moumoute pour se battre. J'aime bien du coup le logo Marvel Studios. Cette façon de dessiner Marvel, il me semble que c'était comme ça qu'on présentait
un des trucs genre VistaVision, Panavision, machin scope, etc. Il y a un truc qui avait exactement ce design-là. Mais alors ce que je trouve dommage, typiquement, vous voyez, ça c'est Marvel. Il y a le truc Fantastivision à la fin, il y a plein d'allusions aux années 60, au ratio, trucs dans ce genre-là, mais au final, est-ce que ça se retrouve vraiment dans le film? Est-ce que, par exemple, le film est tourné dans un ratio qui était typique de cette époque-là? Non. Le scope, par exemple, c'était pas exactement du 2.35 non plus à cette époque-là, il y avait d'autres façons de le faire, c'était des ratios un peu différents, etc. Ils ont pas tourné avec une pellicule spéciale, ils ont pas fait un rendu particulier, etc. C'est un film Marvel normal, mais il y a plein d'allusions aux années 60, etc. dans la bande-annonce, mais c'est pas vraiment en termes de mise en scène. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression, j'en ai pas vu d'indices là-dedans. Donc là aussi, l'appartement des 4 Fantastiques avec les canapés bleus, parce que je vous ai dit, il y a du bleu dans tous les plans, manifestement. Il y a vraiment ce côté du coup design années 60, la grande cheminée centrale avec les formes arrondies autour du truc, les panneaux de bois au fond avec le côté très rond, etc. C'est tout, le design fait vraiment, pour le coup, c'est bien étudié, quoi. Ça fait vraiment années 60. Le petit robot aussi fait années 60 avec du coup les bobines de bandes magnétiques qui servent Dieu du coup sur le visage. Intelligent et bien trouvé. Je sais pas, c'est peut-être un design qui vient du comics, je sais pas. Mais ça marche plutôt bien. Avec le truc de bleu sur la tête, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est transparent ou pas. Ça fait un peu Apple, les premiers iMac, qui étaient vraiment design avec des couleurs particulières et tout, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Donc là, oui, la cuisine typique années 60, l'espèce de guirlande d'éclairage au plafond, là. La petite boule transparente sur le côté, il y a une espèce de frigo rond aussi que j'ai l'impression de voir dans le fond. Et encore une fois, on voit donc le bleu qui vient et qui se détache encore d'autant mieux avec le rouge, ou plutôt le orange en vérité, qui est dans ce décor, qui est un orange typique des années 60. C'est vraiment une couleur qu'on utilisait vachement dans les années 60 et qu'on a complètement arrêté ensuite. Un petit peu les années 70 aussi. On a vu ça dans les autres images, il y avait des petits flashs de jaune, par exemple pétant, comme un taxi par exemple, ou de rouge dans certains éléments du décor, les briques par exemple de New York. Ça permet de bien se détacher, d'avoir les couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, en taches vraiment comme ça très marquantes du coup dans le truc, et le blanc aussi, du coup, qui aide à bien isoler les couleurs aussi. Là aussi dans ce plan rapide, on voit beaucoup l'intérêt du orange, bleu au fond, avec les lumières même dans le salon, et le blanc du coup du t-shirt. Je trouve ça particulier quand même, ce côté famille, parce que combien de familles vivaient avec le frangin et un collègue, manifestement, la chose, il me semble qu'il fait pas partie de leur famille, véritablement, le mec qui joue la chose, enfin, la chose elle-même. Je sais pas, ça me paraît bizarre, famille recomposée peut-être. Je trouverais que ça ferait plus famille si par exemple Johnny était leur fils, si les parents étaient déjà vraiment vieux et Johnny était leur fils. Et là, comme c'est le frangin en plus, je trouve que le côté famille est un peu bizarre peut-être à faire passer. Le mec de Stranger Things là qui joue Johnny Storm, le blond, ça lui a pas du tout. Ça colle pas, ça va pas avec son visage, je trouve. C'est un mauvais choix. Faut le laisser brun, ou faut prendre un autre acteur blond, mais je trouve que là, ça lui va pas du tout. C'est marrant du coup, vu que tout le film est marqué par le bleu, manifestement, que là, l'arrivée de Galactus soit marquée par le orange. C'est ça peut-être que dans cette scène-là, mais il est marqué par une couleur qui est vraiment opposée au bleu. Du coup, ça pète bien et ça montre que c'est vraiment l'exact inverse de eux en fait. Typiquement, c'est un mec seul qui vient bouffer une planète, alors que là, c'est une famille qui veut sauver une planète, etc. Tiens, c'est intéressant dans cet échange, c'est la première fois que je vois du bleu nulle part. C'est entièrement blanc, il y a du jaune derrière Reed, et il y a du rouge derrière Sue. Peut-être un moment où ils se sentent abattus, défaits, et du coup leur couleur disparaît de l'image, peut-être. Vanessa Kirby, pour le coup, c'est autant donc le frère, là, je sais plus comment s'appelle l'acteur, blond, ça l'est pas du tout. Autant Vanessa Kirby, là, c'est avec ce blond platine, quasi blanc, dans un décor très blanc, ça marche super bien, pour le coup, au niveau de la façon de répartir les couleurs, ça fait vachement ressortir la couleur de sa peau par rapport au reste du décor et tout. Ça marche super bien. Donc là, typiquement, un décor très très blanc avec beaucoup de bleu, mais remarquez le détail. Vous voyez le cordon de sécurité au fond de l'image, qui est bleu, alors qu'on n'en voit jamais des bleus, c'est des rouges ou des noirs généralement, mais là, du coup, du bleu pour bien s'intégrer au décor, etc. Ça va jusque ce petit détail-là dans le décor quand on retravaille ce genre de couleur. Il y a un mec qui aurait pu dire, oh, on s'en fout, c'est une barre de sécurité au fond du truc, enfin un bandeau de sécurité au fond du truc, on s'en branle de la couleur. Non, faut qu'il y ait une harmonie dans l'image, donc c'est bleu. L'image est cool, mais est-ce que c'est pas un petit peu con d'avoir un tableau aussi large et d'en éclairer qu'un tiers au milieu? Quel est l'intérêt exactement d'avoir la lumière que sur le truc du milieu alors qu'il y a tout cet espace entier pour faire des trucs? Bon Dieu, ça fait du bleu dans cette image. La moitié de l'image est bleue, avec un petit peu de blanc et de jaune au fond. Sinon, c'est très très bleu. Et encore une fois, c'est design très années 60, avec les formes rondes, etc. Ce qui a aussi été travaillé dans Loki, typiquement. Loki qui essaie de faire un truc atemporel, qui ramène des trucs de plein d'époques différentes et les mélange dans un même univers.
Là, c'est joli ce petit effet de nuit avec du coup une lumière bleutée qui débarque derrière les rideaux, censé être la lumière de la lune, les lumières jaunes qui sont pas totalement assez fortes pour remplir toute la pièce et du coup créer un éclairage en silhouette sur les personnages, mais aussi laisse le bleu vivre dans le truc. Ça crée une opposition aussi entre le bleu de l'extérieur et le jaune de l'intérieur. Dans quel but, je ne sais pas exactement dans la scène, on verra bien. Et puisqu'on parle de bleu, là du coup il y a ce plan sur un système solaire. Et Jupiter est très bleu, je trouve. C'est peut-être une question de lumière. Je remarque surtout qu'il y a soit Uranus, soit Neptune, tel que c'était représenté à l'époque. C'est-à-dire que Uranus et Neptune, en fait, on a réétalonné les images d'origine d'une des deux planètes, je sais plus laquelle, mais qui était du coup identifiée comme étant très 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 bleu, vraiment un bleu étrange, presque un bleu de clin, vraiment un bleu très très pétant. Et il est représenté comme ça, tel qu'on l'a représenté à l'époque, justement, alors qu'en principe, c'est censé être un bleu très pâle. C'est pour les nerds de l'espace. Je crois que les deux sont un bleu pâle, très pâle, avec peu de formes visibles et de détails visibles dans le truc, pas de nuages visibles, des trucs dans ce genre-là. Je veux dire que depuis le début, que ce soit les plans sur la Silver Surfer's, ou ce plan-là sur Galactus qui débarque et projette son ombre sur New York, je trouve pas qu'ils arrivent à bien marquer un sentiment d'être dépassé par les événements. Les plongées sont pas assez marquées, ou le cadre est pas occupé de la bonne façon, ou le contre-champ quand on réagit est pas super intéressant. J'aurais bien vu une caméra beaucoup plus en hauteur quand les 4 Fantastiques répondent à la surfeuse d'argent, mais je trouve que c'est très au niveau du sol, sans doute pour leur donner un côté héroïque, mais du coup ça atténue, je trouve, un peu la menace. Et là, ce plan, je le trouve très quelconque, en fait. Je trouve qu'il est pas très marquant, pas très menaçant. Des images comme ça, je les ai vues, je pense, mieux faites dans Independence Day de Roland Emmerich, quand il y a le grand vaisseau qui débarque au-dessus de New York et qui a son ombre qui se répand un peu partout sur les trucs. Je trouve que ça fait plus peur que ça, en fait. Qui fait pas très peur, je trouve. Ah, pareil, ce plan sur la surface d'argent qui sort je sais pas, de lave ou de trucs en fusion, un truc dans ce genre-là, je le trouve pas menaçant. Elle est juste plein pied dans le cadre, pas assez proche pour être un peu menaçante, la caméra se lève pas assez pour qu'elle soit menaçante et qu'il y ait une vraie contre-plongée qui la regarde du coup comme ça depuis le bas. J'aime vraiment bien les décors, là. Ce décor assez rond derrière elle, toutes les petits raies là qui découpent le truc, je trouve que ça marche super bien. Je suis pas à fond dans les plans ou dans la technique de prise de vue, mais les décors je les trouve cool. Pour le coup, c'est vraiment un univers parallèle parce que la pub Canada Dry au fond, là, je crois qu'il y a que dans un univers parallèle que Canada Dry, plus bien évidemment que Coca-Cola ou un truc dans ce genre-là, ou Pepsi par exemple. On est vraiment dans un univers parallèle. Le plan avec la chose qui tracte un bateau avec sa chaîne, c'est pas complètement pompé de Man of Steel quand même. Dans BVS, sinon je crois qu'il faisait ça. Le travelling latéral là sur la chose qui enfonce les piliers les uns après les autres. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt dynamique. La scène est intrigante. Je ne sais pas est-ce qu'il essaye de faire en sorte que l'immeuble se casse la gueule sur quelque chose, peut-être sur Galactus, qui est l'air gigantesque et se promène dans New York. Ça peut être une technique intéressante. Pour le coup, au moins, c'est un petit peu nouveau dans la façon d'affronter un ennemi. Bon, là, le plan fait surtout très CGI. J'espère qu'il sera plus fini quand le film arrivera en salle et qu'il y aura des passes en plus là sur le rendu parce que le bâtiment fait complètement faux et la fumée aussi. Mais je trouve qu'il est pas extrêmement cool ce plan pour montrer les capacités de l'homme élastique parce que ça fait très plat, bien qu'il soit étiré en profondeur avec la jambe qui passe un peu plus proche de l'objectif, la main un petit peu derrière. On devrait avoir un plus gros effet de perspective et de machin et de voir vraiment les déformations, que là il est vraiment plus sur le côté, comme si c'était un truc tout plat, comme si c'était un cartoon qui s'étirait comme ça, et du coup c'est un peu moche, c'est pas ouf, c'est pas très impressionnant. Là, pareil, ce plan sur Sue, la caméra est pas assez haute pour donner ce sentiment d'être dépassé, d'affronter un truc gigantesque. Faut vraiment que la caméra soit un peu plus en hauteur pour qu'on sente plus que le personnage est dépassé, parce que là, c'est trop à son niveau et ça fait pas très impressionnant. Là, c'est pareil, le plan de fin de la bande-annonce, je le trouve trop fixe. Ça manque un tout petit peu de dynamisme pour rendre ça un peu plus intéressant que juste filmer du coup des pieds géants en train de passer au bout d'une rue. Bon, voilà. Écoutez, après cette première plongée, double plongée dans les 4 Fantastiques, les premiers pas, first steps, pas un engouement extraordinaire, hein, je dois bien vous l'avouer. Ça a pas l'air d'être un gros renouveau non plus. J'aime bien le fait qu'on se déroule à une autre époque. Ça fait longtemps que Marvel s'est pas amusé à faire un truc vraiment dans le temps, à part dans Loki par exemple.
mais ils ont pas fait vraiment un film d'époque comme le premier Captain America, le First Avenger, depuis assez longtemps. Et c'est assez cool, j'aime bien le côté uchronie, et quand on remonte comme ça dans une époque du passé pour mettre des trucs futuristes dedans, etc. Je trouve que c'est assez cool, ça rend plutôt bien généralement. Je suis pas sûr d'accrocher au personnage en tant que famille. Tous les dialogues que j'ai vus là dans la bande-annonce, c'est très basique, c'est un peu de la réplique de base de bande-annonce et de films d'action. I'm not giving up. We will fight it together. As a family. Ça fait très cliché quand même, ça fait très basique. J'espère qu'il y a plus que ça à proposer dans le film, parce que sinon, bon, c'est pas révolutionnaire non plus, quoi. Voilà, c'était ma réaction au teaser et au trailer de Fantastic Four, The Fantastic Four First Steps. Pas très enjoué. Avant de finir cette vidéo, je voulais le faire au début, mais je me suis dit ça va gâcher trop de temps, je voulais le faire à la fin. Vous vous souvenez quand quand beaucoup d'entre vous sont emportés quand j'ai fait ma réaction au trailer de Superman, le nouveau de James Gunn, et que j'ai dit James Gunn, c'est James Gunn, il sait pas faire autre chose qu'humilier ses personnages, et je sens qu'il va humilier Superman. Et beaucoup m'ont dit que j'étais un dingue et que je partais directement défaitiste ou directement en détestant le film, etc. Maintenant qu'on a eu du coup cette version longue de cette scène avec Krypto, qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? Hein? Qui c'est qui avait raison? C'est pas papa qui avait raison? Je vous l'avais pas dit qu'il allait rendre le truc absolument ridicule, qu'il allait mettre des trucs ridicules partout, etc., etc. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément lui mettre un slip sur la tête ou un truc dans ce genre-là, quoi. Mais le faire massacrer par son propre chien, les robots qui s'engueulent entre eux, etc. Meet 12. She's new. He looked at me. Je suis désolé, mais c'est James Gunn, il fait du James Gunn. Si vous êtes surpris je comprends pas que vous ayez été surpris par les commentaires que j'ai fait sur la bande-annonce de Superman, en fait. Bien sûr qu'il va traiter le personnage en ridicule, il sait faire que ça, tourner le personnage en ridicule. Et l'extrait de 5 minutes qu'on a vu le prouve. Qui est pas 5 minutes d'ailleurs, c'est une petite scène de 2 minutes, un truc de genre là, mais quand il se fait massacrer par Krypto et tout le bordel, j'ai regardé la scène en étant, ah ouais, d'accord, et j'étais un fou, ouais, bien sûr. Voilà. Donc oui, voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo sur les 4 Fantastiques et un petit tacle sur le Superman. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!